l'augmentation des niveaux d'immigration au Canada. Off the top, I want to just mention that the news coming out of Warburton Collegiate in Scarborough is extremely difficult to hear. Kids should feel safe going to school, and the fact that there is a family and a community grieving the loss of one of their own, as well as more worried about the safety of someone in hospital right now, means that we need to make sure we're doing everything we can to support communities, to reduce the amount of gun violence in our cities and across our country, and all work together to support safer communities, and the law enforcement is doing the work in keeping us safe. C'est une question qui me préoccupe énormément de savoir qu'il y a encore une fusillade à Scarborough, proche d'une école. Les jeunes doivent se sentir en sécurité quand ils vont à l'école. Et nous pensons aux familles des victimes et aux amis et aux étudiants qui sont bouleversés par ça. Nous devons faire tout ce qu'on peut pour garder les gens en santé, en sécurité et les communautés libres de violence armée. Juste sur la clause dérogatoire, plus tôt aujourd'hui, vous avez dit on va regarder ce qu'on pourrait faire. À quoi pensez-vous exactement? La réalité, c'est que l'utilisation préemptive de la clause dérogatoire empêche qu'il y ait un moment où la Cour va dire non, cette loi que vous avez passée est inconstitutionnelle. La réalité, c'est que ça ne se rend même jamais en cours et donc il n'y a pas de conséquences pour les gouvernements qui suppriment les droits fondamentaux des citoyens. Évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. L'idée que quelqu'un puisse supprimer les droits des travailleurs, même avant de faire des vraies négociations, c'est une attaque fondamentale. Mais donc, un renvoi, par exemple? Il y a plusieurs options qu'on est en train de regarder, mais je pense que ça commence d'abord par une condamnation par tous les chefs de parti pour protéger les libertés de tous. J'aimerais bien voir le chef du Parti conservateur qui parle toujours de liberté et de droit de condamner l'utilisation préemptive de la clause dérogatoire. I think it's an important moment for all of us to stand together and say we will defend Canadians' rights and freedoms, because the preemptive use of the notwithstanding clause to suspend people's fundamental rights and freedoms, including workers in this case, is something that we should not see again. L'augmentation des seuils. Some Canadian businesses are asking for the federal government to bring back employees. Do you have a plan for that? So thank you for asking me that question, and we know that businesses are hurting in downtown core across the country, and the return of federal public servants is something that we are working on. We are shifting from a remote by necessity to a hybrid by design. Experimentation, of course, is something that we have to bring forward, and I can say that some public servants are back in the workplace at least 2 days a week, and we will continue to work on encouraging public servants to work in the workplace. Is there any sort of concrete timeline or plan to bring more employees back to work more full-time, or is hybrid kind of... Well, hybrid is here to stay, and there's no one-size-fits-all approach. We have to look at how we can better deliver services to Canadians. Hybrid is part of that, and we will continue to also look at how we can, repurpose buildings that are not in use right now. This is something that I shared after Budget 2021, and we have to create community living and opportunities, and we're also focusing on that. Okay. Merci. Thank you. Est-ce que votre gouvernement, est-ce que votre gouvernement a politisé la question de la vaccination, et est-ce que la menace aurait été exagérée pendant le convoi? Non, absolument pas. Et comme le témoignage démontré avant le juge Rouleau, la commission, il y a plein des impacts, des perturbations tellement négatives à des Canadiens, à des travailleurs, à des familles, à des anciennes canadiennes, à des jeunesses qui ont besoin des services essentiels qui étaient perturbés par le blocage illégal. Et ça, c'est la raison qu'on avait invoqué la loi de mesures d'urgence. Donc, on va collaborer avec le juge un peu plus tard. Je vois l'opportunité pour donner la version de le gouvernement et c'est une bonne chose. Vous passez quand en commission? Je ne sais pas encore. C'est en train d'être finalisé. Other questions before we start? En anglais? If not, I'm happy to come back. OK, great, excellent. Merci. Vous pensez quoi de la hausse des seuils d'immigration?
Bon, OK. Au niveau de l'immigration, premièrement, les seuils, c'est des cibles qui correspondent à nos attentes. Par contre, ce qu'on se demande, c'est comment on peut annoncer des nouvelles cibles, avoir de l'ambition pour des nouveaux immigrants, alors qu'il y a 2,6 millions de dossiers qui sont dans l'arriérage actuellement au Canada. Donc, 2,6 millions de futurs immigrants qui attendent que leur dossier soit réglé. Le gouvernement, d'un côté, annonce des nouvelles cibles. C'est positif, mais de l'autre côté, c'est très négatif parce que tout traîne en arrière. L'Ottawa place-t-il le Québec devant, comme disait M. Terrien, un choix cornélien entre soit il accepte une réduction de son poids démographique ou bien il monte ses seuils? Bien, ça fait partie des discussions justement qu'il faut continuer d'avoir avec le Québec pour voir comment, qu'à travers une cible nationale, le Québec peut s'organiser pour avoir, selon ses besoins et ses attentes. C'est toujours le même débat. Il y a une question des demandes du Québec qui concernent surtout la langue. C'est là le défi qu'il y a au niveau fédéral de trouver des accommodements pour avoir des immigrants qui parlent le français ou qui peuvent l'apprendre très rapidement. C'est ce qui est très important pour le Québec. Mais donc, est-ce que le Québec devrait l'augmenter à 100 000, par exemple, pour maintenir... Bien, comme je disais, ça dépend de la conversation. C'est le Québec là-dessus qui devra décider ce qu'il veut faire. Concernant l'utilisation de la clause dérogatoire, est-ce que la Cour suprême doit trancher? Est-ce que les provinces vont trop loin? Ça, là-dessus, dans le côté des décisions des provinces, on ne veut pas commenter concernant la clause dérogatoire. Mais est-ce que la Cour suprême doit clarifier l'utilisation de cette clause-là? Parce que c'est quand même un dossier fédéral. Oui, absolument, mais là-dessus, on ne se prononce pas, surtout sur la décision qui a été prise là, en Ontario. On ne commente pas là-dessus. Au niveau général... Le gouvernement conservateur aurait pris l'option de s'adresser à la Cour suprême pour clarifier l'utilisation par les provinces de cette clause-là. Bien, vous savez, comme tout autre dossier, c'est relié à la Constitution, relié à la façon de gérer les enjeux qui ont un lien. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous répondre à ça. C'est une décision qui devrait être décidée au niveau de notre parti, notre caucus, puis je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse là-dessus. N'oubliez pas contester, par exemple, la loi 21 n'oubliez pas contester la loi 21 devant la Cour suprême. C'est ça à quoi vous étiez engagé lors de la dernière élection. Est-ce que c'est en lien avec la clause dérogatoire? Est-ce que c'est ça la position conservatrice dans ce... Non, à ce moment-là, c'est le Québec qui déciderait de s'en servir s'il y a besoin. Mais là-dessus, nous, on ne s'était pas opposé. On a dit qu'à l'époque, on a dit on ne s'en mêle pas. Donc, c'est le Québec, ça va dépendre de la décision de la Cour suprême, mais à ce moment-là, la Cour est en train de traiter le dossier, donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Juste revenir sur l'immigration, là, vous dites que ça correspond à vos attentes. Donc, le Parti conservateur est à l'aise avec un... Bien, pour nous, le chiffre, le nombre de personnes, d'immigrants attendus représente environ 1 % de la population. Donc, un peu plus d'1 %, autour d'1 % de la population. Donc, quand on regarde les besoins qu'on a, surtout au niveau économique au Canada, des immigrants économiques, c'est très important pour nous. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'immigrants qui s'en viennent s'installer pour aider à faire avancer l'économie canadienne. Donc, quand on regarde d'un point de vue d'un chiffre pour un chiffre, ça paraît gros, mais quand on regarde relativement la population canadienne, ça correspond à nos attentes. Question sur le convoi. Pensez-vous que le gouvernement a politisé la question et a peut-être même exagéré la menace? Ça, là-dessus, depuis le début, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui se passe avec la commission du juge Rouleau. On voit les témoignages à tous les jours. Il y a des choses qu'on constate, on l'avait dit dans les débats, quand on a débattu pour l'application de la loi des mesures d'urgence. Moi-même, j'avais plusieurs éléments que j'avais fait en débat, que j'avais mentionnés qui ne correspondaient pas à l'application de cette loi. Mais là, maintenant, on veut attendre la fin des travaux du juge Rouleau. C'est lui qui va pouvoir faire un compte-rendu de est-ce que cette loi-là a été mise en place de façon erronée ou avec de bons motifs. Mais ça, on va attendre la fin. Merci. Sur les transferts en santé, devrait-il y avoir des conditions que le fédéral impose aux provinces pour possiblement augmenter les transferts? Notre position a toujours été sans condition. Donc, maintenant, c'est de voir ce qui va être annoncé. Il y a des négociations des ministres de la Santé au niveau fédéral, provincial. On va voir comment ça s'enligne. C'est sûr qu'il y a des attentes au niveau des provinces, mais en même temps, du côté conservateur, on a toujours maintenu que chaque province avait sa compétence en santé. Puis, en respectant bien évidemment la loi sur la santé, il reste que là, au niveau budgétaire, on n'a pas à mettre de conditions. Merci. Merci. Tout à l'heure, on parlait avec M. O'Regan. Il dit « Je suis en contact avec le procureur général, donc vous, pour voir ce qu'on va faire avec ça. » Songez-vous, vous, à un renvoi à la Cour suprême? C'est certainement une option, mais il faut évaluer ce qui se passe en Ontario, évidemment. C'est l'enjeu le plus pressant. Donc, mais on va voir, comme j'ai dit plusieurs reprises, l'emploi de la clause dérogatoire d'une façon préemptive a l'impact d'évacuer non seulement
le contrôle ou la revue juridique, mais aussi ça va éviscérer aussi le débat politique. Et la décision de la Cour supérieure au Québec, le juge l'a noté, le fait que le débat politique a été raccourci par l'emploi de la clause dérogatoire d'une façon dérogative. Donc, ce sont des choses qu'on prend en considération et on va surveiller le dossier de près. Donc, un renvoi, c'est un des outils, mais vous dites qu'il faut aussi agir rapidement. Est-ce que vous songez à agir présentement dans le projet de loi déposé en Ontario? On va regarder. Quels seraient les outils à ce moment-là? On a d'autres. Je vais pas donner des options, mais il faut les évaluer quand même. Ms. Alametti, we heard some terrifying threats that Freeland received during the convoy protest, threats to her life. Was that in any way, did that play a role in the invocation of the Emergencies Act, threats to cabinet ministers, threats to high-ranking government officials? I am, on a sad note, we deal with these kinds of threats all the time. With respect to the Emergencies Act, I'm scheduled to testify, so I'm going to save my testimony for that. I'm going voluntarily. It's part of the process with the Emergencies Act, and I look forward to that. But I will save my testimony for that. Thank you. Thank you. C'est la clause dérogatoire pour les questions en Ontario pour la grève et puis les négociations contractuelles. Est-ce que les provinces l'utilisent trop souvent de façon préemptive, cette clause? Je vais laisser les provinces utiliser les outils qu'ils ont à leur disponibilité. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Est-ce que ce serait le temps que la Cour suprême se prononce sur la question, c'est-à-dire à quel moment on doit l'utiliser, puis est-ce que l'utiliser de façon préemptive, et souvent, comme c'est le cas présentement, c'est la façon de fonctionner? Est-ce qu'il est temps qu'on ait les juges de la Cour suprême qui se penchent là-dessus? Moi, je suis pas là. Je laisse porter ce processus-là et ça appartient aux provinces. Il faut respecter les provinces. Mais c'est les droits et libertés, c'est les droits des gens de pouvoir négocier en groupe. Ouais. Et là, le gouvernement dit, voici une loi et nonobstant le droit que vous avez de vous associer, on va vous empêcher de le faire. Ça, pour vous, là, les droits de la personne, ça va pas jusqu'à là? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que les provinces ont le droit d'utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition et nous, on respecte les provinces. Il n'y a pas plus de commentaires que ça à faire. Quand on utilise la loi sur les mesures d'urgence puis que ça brime aussi d'une certaine façon les droits que les gouvernements ont pas aussi un outil qui peuvent utiliser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Good afternoon. Is it time for the Supreme Court to be asked to look at the notwithstanding clause, the way Ontario has been using it preemptively about in labor disputes, the way Quebec has been using it in his language law? Is it time for the Supreme Court to say, here's how we should use the notwithstanding clause? Well, I think if you're opening up a can of worms if you're asking the court to rule on the notwithstanding clause. I think it goes back to the 1982 agreements on how the charter was passed in the first place. So I think the court interprets that, and we'll leave it to the legislators to create the laws in this country. The way it's being used preemptively in bills as opposed to after a court decision, for example, is it something that's being abused right now, you feel, or is it used appropriately? I think that voters will hold governments accountable if they feel that they're abusing the notwithstanding clause. OK, merci. La clause nonobstant ou la clause dérogatoire, de la façon dont elle est souvent utilisée par les provinces de façon préemptive, est-ce que c'est une bonne façon de l'utiliser, vous croyez? Je vous dirais que je n'ai pas vraiment de réflexion à ce sujet-là comme tel parce que c'est vraiment, là, quand elle est utilisée là, à la discrétion de chaque province. Alors, c'est à eux là, de juger ce qui est le meilleur moment et puis la meilleure façon pour l'utiliser. Quand on parle de ce qui se passe en Ontario présentement, certains parlent d'abus démocratique. Est-ce que vous voyez que c'est le cas? Non, je vais les laisser gérer leur situation en Ontario. Je pense qu'on a chacun nos situations que l'on vit dans chacune de nos provinces. Beaucoup d'utilisation. Est-ce qu'il est temps de demander à la Cour suprême d'étudier la question, d'avoir un renvoi à la Cour suprême sur l'utilisation de la clause dérogatoire? Pour ma part, là, je ne crois pas actuellement là, que ça soit pertinent. Il faut attendre de voir. Là. Je pense que si elle est là dans la Constitution, c'est parce qu'elle avait sa raison d'être. Merci. Do you think that Do you think that provinces are using the notwithstanding clause way too much or just enough?
Well, I believe in the ability for provinces to fight for the right to govern and make decisions in their own jurisdiction. What about when it's time? Have a good day. Oui, en plein le soleil, c'est votre moment de gloire sous les projecteurs. Ben oui. Énoncé économique de demain. J'imagine qu'au niveau du fardeau fiscal, vous attendez à ce que Mme Freeland fasse des annonces? Bien, absolument. Et de façon globale, c'est clair, Pierre Poilievre s'est adressé publiquement à tout le monde en disant que, première des choses, on veut que le gouvernement annonce qu'il n'y aura pas de hausse de taxes et d'impôts pour l'an prochain. Également, on demande que le gouvernement fasse le point avec chacun des ministres, chacun des ministères, et qu'on demande à chaque ministre, pour chaque nouveau dollar dépensé, qu'on trouve une économie d'$1. Mme Freeland semble avoir dit ça, là. Bien, si c'est le cas, tant mieux, parce qu'actuellement, on a vraiment besoin que le gouvernement reprenne le contrôle des finances publiques. Ça ne peut plus continuer comme ça. Juste l'année prochaine, Desjardins nous annonce que juste l'intérêt que ça va coûter sur la dette va coûter 49,5 milliards de dollars. Donc ça, c'est de l'argent qu'on est obligé de payer avec le budget d'opération du gouvernement à chaque année. Donc ça démontre qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, il faut vraiment reprendre le contrôle. On parle beaucoup du prix des aliments, il y a le prix de l'essence aussi. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour aider les Canadiens là-dessus? Bien, là-dessus, au niveau de l'essence, c'est toujours le marché aussi qu'il faut voir avec les pétrolières, s'il y a des choses qui peuvent être faites, au niveau des différentes taxes aussi qui sont appliquées sur l'essence. Mais il reste que de façon globale, c'est sûr que le gouvernement est le premier responsable. Donc, au niveau des particuliers, chacune des taxes que le gouvernement fédéral impose, le gouvernement doit cesser d'imposer de nouvelles taxes. C'est comme la taxe carbone, qui est moins connue au Québec, mais qui reste que c'est une taxe qui a un impact sur la fabrication à travers le Canada pour les fermes, etc. Même au Québec, les fermiers ont une taxe carbone à payer sur le propane qui coûte des milliers de dollars à chaque mois. Donc, on demande, nous, de ne pas augmenter la taxe carbone qui est supposée de tripler prochainement. Donc, pour donner un répit aux Canadiens? Pour donner un répit global, il faut que le gouvernement cesse d'augmenter les taxes et les impôts et surtout que chaque ministre s'occupe de son ministère et de trouver de quelle façon on peut couper les dépenses si on veut augmenter de l'autre côté. Clause dérogatoire? Ça, là-dessus, j'ai pas d'opinion à vous donner aujourd'hui là-dessus. C'est pas un enjeu qui nous concerne. On est plus préoccupé par les finances publiques. Mais ça touche quand même plusieurs personnes. Ça touche au Québec la loi 21. Ça touche en Ontario ceux qui veulent avoir le droit de grève. Quand on vient parler des droits de la personne, c'est quelque chose de fondamental au Canada. Est-ce qu'un projet de loi devrait pouvoir, de façon préemptive... Ça fait partie d'une discussion qui sera... futur. Pour l'instant, on est vraiment préoccupé principalement par le coût de la vie, l'inflation. On voit 1,5 million de personnes qui sont allées dans des banques alimentaires le mois passé. C'est ce qu'on priorise actuellement et c'est là-dessus qu'on mène nos efforts. On est capable de marcher puis manger de la gomme en même temps, là? Donc, pour l'instant, ça, non. Un renvoi à la Cour suprême pour clarifier ça? On n'a pas de position là-dessus pour l'instant. Merci, M. Paulus. Merci. Salut. Bonjour tout le monde, à la veille de la COP27 qui va avoir lieu bientôt en Égypte et après un bilan désastreux du gouvernement Trudeau, année après année, qui rate nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, j'ai posé une question importante au premier ministre qui était quand est-ce qu'ils vont mettre fin aux subventions aux compagnies pétrolières puis gazières au Canada. Et la réponse n'était vraiment pas rassurante. On a un rapport qui a été publié qui montre que dans les pays du G20, à part le Japon, le Canada est le pays qui donne le plus d'argent de fonds publics aux pétrolières puis aux gazières, alors même que ces compagnies-là font des profits records. C'était assez pathétique de voir le ministre de l'Environnement en fin de semaine envoyer une vidéo en disant « S'il vous plaît, vous faites beaucoup d'argent, vous pourriez peut-être investir dans les énergies renouvelables, pendant que son propre gouvernement est le champion des subventions aux compagnies pétrolières puis gazières. » C'est complètement contradictoire et incohérent. Aujourd'hui, dans la réponse du premier ministre, une chose qui nous a inquiétés, à part le fait que le délai, c'est dans 2 mois, et on ne voit vraiment pas comment ils vont être capables de le respecter, c'est que les libéraux, ils sont très bons pour jouer sur les mots en disant « on va éliminer les subventions non efficaces ». Qu'est-ce que c'est qu'une subvention non efficace quand finalement la compagnie a fait de l'argent puis a fait des profits? Et d'autant plus que sous les libéraux, c'est pas le ministère de l'Environnement qui décide si la subvention elle est efficace dans un plan de réduction de gaz à effet de serre, c'est le ministère des Finances qui décide si une subvention est efficace ou pas. Alors, tant que ça rapporte de l'argent, c'est efficace pour les libéraux. Alors, ils ne vont pas abandonner beaucoup de subventions comme ça. Ça montre l'hypocrisie du gouvernement libéral. Je pense que c'est important pour nous, néo-démocrates, de dire qu'il faut tirer la ligne, il faut arrêter ces subventions pétrolières et aux gazières. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est ce qu'on va continuer à dire pendant la prochaine COP27. Merci.